Bonjour chers étudiants, cette diaporama est une suite du chapitre 2. Dans la première partie du chapitre 2, nous sommes intéressés aux interférences par division de front d'onde, c'est-à-dire en prenant une source primaire avec son front d'onde, on divise ce front d'onde en deux parties et on obtient l'équivalent de deux sources avec deux fronts d'onde. On les fait passer par des trajets différents et donc on aura une différence de marche entre les deux ondes qui proviennent des deux sources et on les fait interférer et on obtient une figure d'interférence. Nous avons présenté quatre dispositifs qui sont bien connus, à savoir le miroir de Lloyd, les deux miroirs de Fresnel, le biprisme de Fresnel et la bilentille de Billet. Tous ces dispositifs-là sont équivalents aux dispositifs standards des fentes de Young. Nous nous intéressons ici aux interférences produites par des lames minces. Voyez ici deux exemples, un film d'huile étalé sur une nappe d'eau et une bulle de savon. Lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil, on voit des colorations. Vous voyez ici et là des colorations. Alors la question que se pose, d'où vient cette coloration ou bien irisation? Et la deuxième question, pourquoi on observe ces colorations lorsque les lames ont une épaisseur très très faible? Alors pour cela, nous commençons d'abord par étudier un peu le devenir d'un rayon lumineux lorsqu'il attaque une lame. Donc considérons une lame schématique, donc une lame d'indice NF. Cette lame, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, ça peut être du verre, et N, c'est l'indice du milieu ambiant, c'est l'air. Et considérons une source, imaginons par exemple le soleil, et prenons un rayon qui représente tous les rayons. Cherchons maintenant le devenir de ce rayon lorsqu'il attaque la lame. Alors, ce rayon-là, lorsqu'il arrive au niveau du dioptre ici, au niveau de l'interface, il y a une partie de l'onde qui va se réfléchir, ça donne le rayonnement R1, une partie qui va se réfracter. Cette partie qui se réfracte ici, il va voyager dans ce milieu d'indice N. Lorsqu'il arrive au dioptre, il va séparer en deux ondes, une onde réfléchie ici et une onde transmise T1. L'onde qui est réfléchie ici, vous voyez qu'il va, lorsqu'il arrive à ce niveau-là, dioptre, il va donner une partie réfractée ou bien transmise et une partie réfléchie, ainsi de suite. Donc finalement, un rayon lumineux va donner un ensemble de rayons parallèles réfléchis et aussi un ensemble de rayons parallèles transmis. Alors, la question qui se pose, quelle est l'intensité de ces rayons? Des rayons d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Donc, le slide suivant va s'intéresser à l'étude quantitative de l'intensité de ces rayons. On va s'intéresser aux rayons réfléchis. Les rayons transmis se traitent de la même manière. Considérons maintenant le schéma suivant. Nous avons un rayon lumineux qui tombe sur un dioptre entre deux milieux d'indice N1 et N2. Alors ce rayon-là, il va se réfléchir avec un angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence et il va se réfracter avec l'angle θt. Alors, le champ électrique associé au rayon incident, bien sûr, peut s'écrire sous cette manière-là. Donc, on va considérer que l'onde est plane, progressive, harmonique. Et donc, le champ E s'écrit comme suivant: amplitude, le champ incident égale à E0I, ça veut dire l'amplitude incidente fois cosinus de K scalaire R moins oméga T. Bien sûr, l'onde réfléchie et l'onde
réfractée ou transmise s'écrivent de la même manière. Et ils n'ont pas les mêmes amplitudes. Donc l'amplitude réfléchie, on l'appelle E0R, l'amplitude transmise E0T, ou bien l'amplitude réfractée. Le coefficient de réflexion en amplitude, on le définit comme le rapport entre l'amplitude de l'onde réfléchie divisé par l'amplitude de l'onde incidente. Le coefficient de transmission, c'est l'amplitude de l'onde transmise ou bien réfractée divisé par l'amplitude de l'onde incidente. D'après les propriétés de la continuité des champs électriques, on montre que ce coefficient-là, ce rapport, peut s'écrire sous cette manière. Vous voyez le rapport N1 cosinus de θ I moins N2 cosinus de θ T sur N1 cosinus de θ I plus N2 cosinus de θ T. Le coefficient de transmission s'écrit sous cette manière-là. Donc ces deux équations s'appellent les équations de Fresnel. Donc ces équations, elles décrivent, si vous voulez, le rapport entre les amplitudes réfléchies et transmises par rapport à l'amplitude initiale. Et bien sûr, ces coefficients, ils dépendent de, disons, 4 paramètres: l'indice du milieu 1, l'indice du milieu 2 et l'angle d'incidence et l'angle de transmission ou de réfraction. Alors, un cas particulier très important, c'est l'incidence normale ou quasi-normale. Alors, l'incidence est normale, ça veut dire que l'onde ou le rayon incident est à peu près perpendiculaire au dioptre. Ça veut dire dans ce cas, j'ai le θ I, le cosinus de θ I et cosinus de θ T est égal à peu près égal à 1. Et donc, je remplace ces valeurs-là dans cette expression et j'obtiens R égale à N1 moins N2 sur N1 plus N2. Ça veut dire la différence divisée par la somme. Le coefficient T, c'est 2N1 sur N1 plus N2, c'est 2 fois l'indice d'entrée divisé par la somme. On peut remarquer que ici, T moins R, ça donne 1. Là, remarquez le T moins et pas plus. Une petite remarque aussi, par rapport au signe de R et T. Puisque les indices sont définis positivement, donc T il est toujours positif. Mais ici, R, son signe dépend de l'indice N1 et N2. Donc si N1 est supérieur à N2, R est positif et R, bien sûr, il est négatif dans le cas contraire. On remarque bien sûr, si on compare les expressions R et T, on remarque que R il est inférieur à T. Je donne ici deux exemples numériques dans le cas des dioptres R vert. Ça veut dire je passe de l'air vers le vert ici. N1 de l'air est égal à 1, N2 du vert égale à 1,5. Le calcul numérique donne R égale à moins 0,2. Vous voyez que R est négatif. Le coefficient de transmission, c'est 0,8. Si je fais le calcul, et là, quand il s'agit du dioptre R low, donc l'indice N2 égale à 1,33, et dans ce cas, on obtient R égale à moins 0,13 et T égale à 0,87. Nous nous intéressons ici aux intensités des rayons ou bien de l'onde réfléchie et de l'onde transmise par rapport à l'intensité de l'onde incidente. Donc, posons l'intensité incidente I0 est égale à l'amplitude au carré. Le rapport entre l'amplitude, entre l'intensité de l'onde réfléchie et l'onde incidente, ça s'appelle R, c'est le pouvoir de réflexion. Alors, ce pouvoir de réflexion s'écrit sous cette manière-là, c'est l'amplitude au carré de l'onde réfléchie divisé par l'amplitude au carré de l'onde incidente, donc c'est petit r au carré. Le pouvoir de transmission, c'est le rapport entre l'intensité de l'onde transmise divisé par l'intensité de l'onde réfléchie. Ça s'écrit sous cette manière-là. Vous avez N2 cosinus de θ t, E0t, ça veut dire l'amplitude de l'onde transmise, là, au carré, divisé par N1 cosinus de θ i, E0 i au carré. Alors, on peut remarquer
d'après ces deux expressions, que leur somme est égale à 1. Grand R plus grand T égale à 1. Ça, c'est une relation de conservation. Ça veut dire que l'intensité incidente se répartit sur l'intensité, se répartit sur l'onde réfléchie et sur l'onde transmise. Alors, en incidence normale ou quasi-normale, R peut s'écrire sous cette manière-là, petit r, donc grand R, c'est N1, c'est la différence divisée par la somme de tout au carré. Le coefficient, le pouvoir de transmission, s'écrit sous cette manière, donc 4N1 fois N2 divisé par la somme au carré. Alors, comme application numérique, considérons le cas de l'air vert. Alors, petit r égale à moins 0,2. Grand R, donc c'est ça au carré, ça va donner donc 0,04. Et par conséquent, grand T est égal à 1 moins 0,04, ça va donner 0,96. Quand je prends par exemple R est égal à 0,04, ça veut dire que l'intensité réfléchie est 4% de l'intensité incidente. Là, l'intensité transmise est égale à 96% de l'intensité incidente et la somme, ça donne 100%. Donc, on remarque ici que R, elle est très petite devant T. Intéressons-nous maintenant au calcul de l'intensité des différents rayons, les rayons réfléchis d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Alors, commençons d'abord par le premier rayon réfléchi, celui-là. Alors, ce premier rayon réfléchi, d'abord son amplitude à partir de R0, posant l'amplitude du rayon R0 est égal à A, et donc l'amplitude A1 de ce rayon-là, c'est R, le coefficient de réflexion ici, qui s'écrit sous cette manière-là, en se posant ici l'indice NF et là l'indice N, donc c'est R fois A0. A0, c'est bien sûr l'amplitude initiale. L'intensité dans ce cas de ce rayonnement-là, R1, est égale à I1, c'est ça au carré. Ça veut dire que c'est R carré fois A0 au carré, qui est égal à E0I au carré, ça veut dire que c'est I0. Et donc, ça donne grand R, ou bien petit r au carré, fois I0. Ça veut dire 0,04 I0. Ça veut dire l'intensité de ce rayon-là, c'est 4% de l'intensité du rayon incident. Pour le deuxième rayon réfléchi, R2, celui-là. Alors, celui-là, on l'obtient comment? À partir de R0, j'obtiens d'abord cette onde. Alors, cette onde, son amplitude, ça s'obtient comme T1, donc c'est T1 fois A0. D'accord? Alors, T1, c'est 2N sur N plus NF. Coefficient de transmission entre l'indice ici et l'indice là. Ce rayon-là, lorsqu'il arrive ici, il va se réfléchir. Et l'amplitude ici, par rapport à cette amplitude, il faut donc multiplier par le coefficient de réflexion associé. Ce coefficient de réflexion, puisque ici je suis dans le milieu d'indice NF et j'allais, si vous voulez, dans le milieu d'indice N, donc R, le coefficient de réflexion est égal à moins R. Donc vous avez moins R ici. Et lorsque j'arrive ici, cette onde-là va se transmettre. Et donc l'amplitude ici, c'est l'amplitude ici, là, multiplié par le coefficient de transmission. Et ce coefficient de transmission, c'est T2. C'est le coefficient de transmission du milieu NF vers le milieu N, qui s'écrit sous cette manière de NF divisé par N plus NF. Et donc, finalement, l'intensité de I2, c'est ça au carré. Ça va donner donc finalement, si vous remplacez les valeurs numériques de T1, T2, R par les valeurs qu'on a obtenues ici, vous obtenez donc 0,04 fois I0. Ça veut dire ici que l'intensité de I1 et l'intensité de I2, ici des rayons R2, sont à peu près les mêmes, à peu près égales. Regardons maintenant l'intensité du rayon d'ordre 3, ce rayon-là. Vous voyez ce rayon R3, il est formé comment?
D'abord, l'onde incidente, il fait d'abord une transmission, d'accord? Une réflexion interne ici, une deuxième réflexion, une troisième réflexion, et après, il va faire une transmission. Ça veut dire que la relation entre R3 et R2, il y a deux, si vous voulez, deux réflexions supplémentaires. Donc je peux dire que le A3, l'amplitude de A3, c'est l'amplitude de A2 multiplié par R. Je crois qu'il y a une seule réflexion. Et donc, Et donc l'intensité E3, ça s'écrit R au carré. Je prends ça au carré fois A2 au carré, ça veut dire I2. Et donc, c'est 0,04 I2. Et donc, l'intensité de ce troisième-là, c'est 4% de l'intensité de R2. Et ça va de la même manière pour R4, etc. Ça veut dire que R4, l'intensité de R4, c'est l'intensité de R3 fois 0,04. Donc, vous voyez que cette intensité-là, R4 par rapport à R2, ça devient négligeable parce que ça devient 0,04 fois 0,04, et donc c'est très petit. Et donc, je peux dire que l'intensité du rayon ou des rayons R3, R4, etc. sont très négligeables par rapport à l'intensité ou par rapport aux intensités de R1 et R2 qui sont égales. Donc, dans la suite, on va considérer uniquement ces deux rayons dans le phénomène des interférences. On s'intéresse ici au calcul de la différence de marche entre deux rayons, R1 et R2, donc le rayon d'ordre 1 et le rayon d'ordre 2. Donc, considérons ici une lame mince d'épaisseur E, d'indice NF et le milieu ambiant pour indice petit n. Alors, regardons d'abord les trajectoires parcourues par les deux rayons R1 et R2. Alors, le rayon R2, il parcourt cette distance-là, AB et BC, dans le milieu d'indice NF. Donc, le chemin optique, c'est NF fois AB plus BC. Le rayon R2, quant à lui, il parcourt cette distance, en plus de R2. Et donc, le chemin ici, c'est N fois AD. Et donc, la différence au niveau du chemin des deux rayons, c'est NF fois cette distance plus cette distance moins N fois AD. Et donc, ça s'écrit sous cette manière-là. Ici, en utilisant les propriétés de la loi de Snell-Descartes et quelques opérations géométriques, dont le détail est donné ici, on arrive à cette relation. Donc la différence de marche géométrique, c'est 2 fois l'indice de la lame fois E, l'épaisseur de la lame, fois cosinus de l'angle de transmission. La différence de phase, donc, c'est 2 pi sur lambda fois delta, donc on obtient ça. Calculons maintenant la différence de phase totale. D'abord, une petite remarque par rapport aux réflexions subies par les deux rayons. Alors, le premier rayon R1, en fait, il résulte de la réflexion de l'onde incidente sur ce dioptre-là. Et donc, R ici est négatif. Et donc, c'est comme si le rayon incident, lorsqu'il part sur le côté de R1, il change de sens. Là, par rapport à R2, nous avons ici le rayon incident, il vient ici, il fait une transmission, une réfraction, là il fait une réflexion. Mais cette réflexion, le R, le coefficient de réflexion associé, il est positif. On dit qu'on a une réflexion moindre, ça veut dire le champ électrique ne change pas de sens. Et donc, entre le rayon R1 et R2, il y a un changement de sens. Et donc, on doit ajouter pi. Donc, la phase finale, ou phase totale, c'est la phase géométrique plus pi. Et donc, si vous voulez, des fois on met plus, au moins c'est la même chose, ça donne le même résultat. Et donc, finalement,
la phase s'écrit sous cette manière-là. Ici, on l'a exprimé ici en fonction de θt, de l'angle de transmission. Là, par exemple, je l'ai exprimé en fonction de l'angle d'incidence. Vous avez l'angle d'incidence, c'est θi, et vous avez l'indice du milieu ambiant et l'indice, bien sûr, de la lame. Donc, finalement, phi, ici, est une fonction de θi, l'angle d'attaque, puisque le NF ou le N sont des constantes, la longueur d'onde, l'épaisseur, je suppose que ces grandeurs sont constantes. Donc, finalement, ces deux rayons, R1 et R2, ou les ondes associées, vont faire des interférences. L'intensité résultant de l'interférence de deux ondes qui sont cohérentes, elles proviennent de la même onde, s'écrit sous cette manière-là. Et donc, ces franges-là, ça s'appelle des franges d'égale inclinaison parce que l'intensité dépend de θi. Okay? Donc, à chaque inclinaison, il y a une intensité. Donc, chaque θi va donner un nano, puisque on a une symétrie axiale ici, vous avez plusieurs θ sur un cône, et donc j'obtiens un nano. Donc à un θ donné, on a un nano donné. Et donc l'ensemble des θ, ou l'ensemble des rayons incidents qui ont des θ différents, vont donner des anneaux donc concentriques. Considérons le cas d'une incidence normale. La phase ou la différence de phase s'écrit de cette manière-là. Donc cosinus de θt est à peu près égal à 1, et donc phi s'écrit sous cette manière-là. L'intensité donc des interférences s'écrit sous cette manière-là. Ou bien je peux aussi l'écrire en fonction de 1 moins cosinus de quelque chose, c'est 2 sinus au carré de quelque chose, et donc je peux l'écrire comme ça, de cette manière-là. Donc regardons maintenant si on fixe l'épaisseur E. Donc ici je considère la lame pour épaisseur E, l'indice de la lame c'est n et le milieu ambiant c'est l'indice 1. Donc cette équation ici, n c'est l'indice de la lame. Donc pour E fixe, je peux chercher quelle est la condition pour avoir une intensité maximale. Donc I maximale lorsque l'argument de sinus est égal à 2k plus 1 pi sur 2. Avec k est un entier. Donc, pour chaque épaisseur, j'obtiens ici, d'après cette équation-là, j'obtiens une lambda ou plusieurs lambdas qui correspondent à une intensité maximale. Si maintenant je considère que la lame, au fait, en réalité, est une répartition d'épaisseur, c'est-à-dire que le film a une épaisseur variable. Les épaisseurs, je les schématise comme ça, épaisseur E1, épaisseur E2, etc. Donc pour chaque épaisseur, les interférences font que l'intensité sera maximale pour une longueur d'onde donnée. Donc chaque épaisseur va exalter en quelque sorte une intensité et va donner une couleur, d'où donc l'explication des colorations par exemple ici la lame ou bien le film d'huile. Et donc chaque épaisseur va donner une intensité maximale pour une couleur, et donc une couleur maximale particulière pour chaque longueur d'onde. On se propose maintenant de calculer la différence de phase entre les deux rayons réfléchis R1 et R2 dans le cas d'une lame d'air. Une lame d'air est formée par deux lames de verre très minces, la première lame et la deuxième lame, qui séparent un volume d'air. Donc, on peut supposer ici que l'angle d'incidence est égal à l'angle de transmission, puisque cette épaisseur-là, elle est très très faible. C'est comme le verre n'existe pas. Et donc, la différence de marche, en appliquant ce qu'on a fait dans les slides
dans le slide dernier, dans le dernier slide, nous avons donc delta, différence de marche, c'est 2 fois E, E c'est l'épaisseur de la lame d'air, fois cosinus de θ i. Donc la différence de phase est égale à 2 π sur lambda 0 fois delta, ça s'écrit de cette manière. Ici, une remarque très importante, c'est qu'on ne doit pas ajouter de déphasage supplémentaire. Pourquoi? Parce que le rayon R1, ici, il subit une réflexion. Le rayon R2 aussi il subit une réflexion. Les deux réflexions sont les mêmes, parce que la réflexion ici, elle est dure, c'est R vers, ici R vers, c'est la même chose. Donc on ne doit pas ajouter de pi dans la phase. Et donc, finalement, l'intensité, je peux l'écrire comme ça, 2i 0 facteur de 1 plus cosinus de θi. Et donc, lorsque θi est petit, je peux confondre, là il n'y a pas le... Donc je peux écrire ici le cosinus de θi égale à 1 moins θi au carré sur 2. Et donc je peux écrire la différence de marche sous cette manière-là. 2e facteur, je remplace bien sûr le cosinus de θi par 1 moins θi au carré sur 2. J'obtiens cette relation-là. L'ordre d'interférence, c'est delta divisé par lambda, j'ai ça. Et le déphasage, je peux l'écrire comme ça. Donc cette relation, on va l'utiliser dans le cas de le dispositif interférentiel de Michelson. Dans cette section, je vais présenter quelques dispositifs expérimentaux qui permettent d'obtenir des anneaux d'interférence. Alors, considérons ici une source étendue, supposons qu'elle est monochromatique, qui illumine une lame d'air, ici, mais par l'intermédiaire d'un miroir semi-transparent. Alors, si je considère un rayon lumineux qui part de S, il va se réfléchir ici. Ce rayon-là va donner deux rayons réfléchis, R1 et R2, et ces rayons R1 et R2 vont interférer à l'infini. Donc, on peut observer les interférences soit à l'œil nu, si on se met de ce côté-là, ou bien on peut utiliser aussi une lentille convergente, et dans ce cas, on observe la figure d'interférence dans le plan focal de la lentille ici. Compte tenu de la symétrie de révolution du système, donc, on obtient des anneaux. Donc, ces anneaux sont concentriques, ils ont cette forme-là, et ils s'appellent anneaux de Heidinger. Ce sont donc des franges d'égale inclinaison. Regardons maintenant de près l'intensité de cette figure. Alors, la différence de marche, comme on l'a décrit dans le slide précédent, égale à 2e cosinus de i. I est faible, on va supposer que cet angle-là, l'incidence, il est quasi normale ici. Et donc, i est faible, donc cosinus de i, je peux la confondre avec ça, 1 moins i carré sur 2. Et donc, l'ordre d'interférence peut s'écrire sous cette manière. Donc, l'ordre d'interférence, c'est quelque chose qui dépend de l'angle ici. L'intensité peut s'écrire sous cette manière, bien sûr, avec phi, c'est 2π sur lambda fois delta. Donc, les anneaux brillants, ils correspondent à phi égale à 2m pi, c'est-à-dire l'ordre est un entier. Les anneaux sombres, ils correspondent à phi égale à 2m plus 1 pi, ça veut dire que l'ordre est demi-entier. Cherchons maintenant quelle est la répartition des rayons, des franges brillantes, ou bien des anneaux brillants et des anneaux sombres. Pour trouver l'expression des rayons des anneaux brillants, je pars d'abord de l'expression de l'ordre d'interférence. 2e sur lambda, 1 moins i carré sur 2. J'utilise cette figure-là au voisinage de la lentille. Donc, je vois que l'angle d'incidence I, je le retrouve ici. Donc, ça, c'est le plan de la lentille et ça, c'est le plan focal. Donc, vous voyez que l'angle I, sa tangente, je peux l'exprimer en fonction de x. Et ce x-là, ça donne le rayon de l'anneau. Nous avons donc, puisque I est faible, je peux confondre I avec tangente de I. Tangente de I ici, c'est x divisé par la distance focale, petit f. Et donc, P s'écrit sous cette manière-là. Maintenant, prendre par exemple x égale à 0, ça veut dire que je suis dans le
le foyer image de la lentille. X égale à 0, ça veut dire que je suis ici, là, en ce point-là. Dans ce cas, je remplace sa valeur ici, j'obtiens P égale à 2E sur lambda. Donc P0, c'est l'ordre d'interférence au point foyer image de la lentille. Alors, la nature de ce point-là, est-ce qu'il est brillant, est-ce qu'il est brillant ou est-ce qu'il est sombre, ça dépend en fait de ce rapport-là. 2E sur, ça dépend de E, ça dépend de lambda, etc. Donc, la nature du centre dépend des valeurs de E et lambda. De façon générale, l'ordre P, ça s'écrit P0 facteur de 1 moins x carré sur 2f carré. On remarque ici que, puisque x c'est le rayon des anneaux, donc, et c'est positif, et donc P c'est quelque chose, bien sûr, qui diminue lorsque x augmente. Et donc, je peux dire que la valeur maximale de l'ordre, c'est P0, et l'ordre, il diminue, descendre vers la périphérie. Regardons maintenant le cas des anneaux brillants. L'ordre s'exprime comme ça, donc j'ai cette relation. Imaginons maintenant, donc je peux écrire ça, par exemple, cette équation, je peux l'écrire sous cette forme-là. P0 moins P, E sur lambda f carré fois x carré. Vous voyez, P0 moins P, c'est quelque chose de positif, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est positif et ça, c'est positif. Alors, si on suppose que l'anneau au centre, ça veut dire P0 est un entier, dans ce cas, P0 moins P, ça sera entier, puisque je considère ici des anneaux brillants, donc leur ordre c'est entier. Donc entièrement entier, ça va donner un entier, et un entier qui est positif, bien sûr. Alors, dans ce cas, je remplace P0 moins P, d'accord? Je le remplace par K, et maintenant, je peux donc, à partir de là, trouver quel est le rayon XK du kème anneau brillant après l'anneau central. Et donc, j'obtiens XK au carré est égal à ça, et donc, le rayon au carré est égal à lambda f carré sur E fois K. Donc ça, c'est le rayon au carré de l'anneau brillant qui est placé au kème rang après l'anneau brillant au centre. Et donc, là, donc le rayon, donc vous voyez là c'est le carré, ça c'est le rayon, s'exprime comme ça. Je donne ici un deuxième exemple de dispositif interférentiel qui donne des anneaux. Là, il s'agit de la lentille de Newton. La lentille de Newton, en fait, est formée par une lentille plomb convexe de grands rayons de courbure qui se repose sur une surface plane de verre, donc une lame de verre plane. Vous voyez ici la formation d'un coin d'air. Donc là, il y a de l'air entre les deux, entre la lentille, plomb convexe, et la lame. Alors, dans ce cas, je définis l'épaisseur ici, l'épaisseur, là, du coin d'air, là, par exemple. Cette épaisseur peut s'exprimer en fonction de x. X, c'est la distance d'ici par rapport à l'axe de symétrie. Alors, je vais considérer ici le schéma qui exprime x et E et R. Je vais appliquer le théorème de Pythagore ici, dans ce triangle-là, et j'obtiens cette équation-là, qui va me donner cette équation-là. Là, je vais considérer l'approximation. Je considère que le E est très faible, très petit devant le R. Ça veut dire que je vais me concentrer sur le phénomène qui se passe ici, tout au voisinage de ce centre-là. Et dans ce cas, j'obtiens cette approximation. Donc, l'épaisseur E peut s'écrire sous la forme x carré. Donc, x, c'est cette distance-là divisée par 2R. Considérons maintenant la différence de marche. Alors, la différence de marche s'écrit sous la forme de 2E plus lambda sur 2. Alors, 2E, il provient de quoi? Alors, d'abord, je vais considérer la source comme ça, qui va donner un rayonnement collimaté, c'est des rayons parallèles, en utilisant une lentille convergente.
pour avoir ici une incidence normale. Vous voyez? Alors, un rayon qui tombe ici, il y a une partie qui va se réfléchir, il va revenir, il va partir jusqu'à la lentille. Le deuxième, il entre, il traverse, si vous voulez, le coin d'air ici, et se réfléchit là, et il revient. Et les deux rayons, R1 et R2, ils vont bien sûr interférer à l'infini, ou en utilisant par exemple une lentille, ils vont interférer ici dans le plan focal de la lentille. Alors, le lambda sur 2 provient du fait que là vous avez le premier rayon qui se réfléchit, il fait, si vous voulez, une réflexion molle, parce qu'il était dans le verre et il se réfléchit en allant, si vous voulez, vers l'air. Là, c'est le contraire. Le deuxième rayon R2, il était dans l'air, ici, et il se réfléchit dans le verre. Et donc, il subit une inversion. Et donc, d'où on ajoute le lambda sur 2. Quoi qu'il en soit, nous avons P égale à 2E plus lambda sur 2. Le E s'écrit sous cette manière-là. Donc, P, l'ordre, il dépend de X. Puisque on a une symétrie de révolution, bien sûr, du dispositif optique, donc on aura finalement des anneaux. Alors, les rayons des anneaux sombres, il s'obtient en posant par exemple P égale à demi-entier. Et dans ce cas, on peut obtenir le X correspondant. On va poser l'ordre en fonction de X et puis on va trouver l'expression de X. Donc on trouve que X des anneaux sombres s'exprime de cette façon. Nous avons le M est un entier, bien sûr doit être positif, R fois lambda. Donc pour M égale à 0, ça veut dire l'anneau au centre, X égale à 0, ça veut dire que je suis dans le foyer ici, donc j'ai un anneau qui est sombre. Donc dans le système lentille de Newton, j'ai un anneau sombre. Maintenant, si je veux par exemple trouver l'expression des anneaux brillants, il suffit de poser P égale M et j'obtiens dans ce cas cette expression-là. Donc les anneaux brillants sont donnés par cette équation avec M entier. Maintenant, si on compare par exemple les rayons des anneaux, par exemple les anneaux brillants, comment est-ce que la progression il est régulière, est-ce qu'elle n'est pas régulière, etc. Donc on peut faire ça en étudiant le rapport X de l'anneau M plus 1, par exemple l'anneau brillant M plus 1, divisé par X de l'anneau M. Alors ce rapport, vous voyez que ça donne ça, un racine carrée de 1 plus 1 sur M. Alors, lorsque M est grand, ça veut dire lorsque je me déplace vers la périphérie, vers les rayons d'ordre très très grand, donc le X M plus 1 va tendre vers X, ça veut dire ici le M devient grand, et donc cette racine carrée ça va donner 1, et donc je peux dire que les anneaux se resserrent vers la périphérie, ça veut dire la répartition des anneaux n'est pas régulière, vers la périphérie les anneaux se resserrent de plus en plus. Je présente ici un autre dispositif de franges d'égale épaisseur, mais qui donne des franges rectilignes cette fois-ci. Alors, voici une lame à coin d'air prismatique, ça veut dire on a deux lames de verre très minces, G1 et G2, qui limitent un volume prismatique où il y a de l'air, uniquement de l'air. Alors, le dispositif se présente comme ça. Donc, nous avons l'onde, il est comme ça, il tombe en incidence normale sur la lame prismatique. Et nous avons ici un rayon, par exemple, lorsqu'il tombe ici, il y a une partie qui va se réfléchir, c'est le rayon R1. Le deuxième, enfin, la partie qui est transmise, il attaque ici, il passe par, disons, le coin d'air, puis il revient en subissant une réflexion. Les deux rayons R1, R2 vont bien sûr converger à l'aide de la lentille. Donc, l'incidence, il est normale. La différence de marche entre les deux rayons R1 et R2 est égale à 2D. D'accord? Alors, l'épaisseur ici peut être exprimée en fonction de X. X, c'est la distance par rapport à l'axe. Donc, je peux dire ici que tangente de alpha
alpha il est petite, puisque c'est une lame, c'est un coin d'air, on a dit que le alpha est très petit, donc tangente de alpha est égal à d sur x, et tangente de alpha il est petite, donc est égal à alpha, et donc je peux dire à tout moment d il est en relation, cette épaisseur-là, parcourue par les rayons ici, qui se réfléchissent, est une fonction de x. Ici, il ne faut pas ajouter de déphasage supplémentaire, puisque le rayon R1 qui se réfléchit en premier lieu et le rayon R2 qui se réfléchit sur cette face, ils subissent les mêmes conditions. Donc, ils subissent le même type de réflexion. Donc, deux réflexions, par exemple, durent. Donc, il n'y a pas de déphasage supplémentaire. L'intensité I s'écrit sous la forme de I01 plus cosinus de phi. Donc, l'intensité c'est une fonction de x. On obtient ici des franges d'égale épaisseur. Vu la symétrie ici du problème, donc chaque épaisseur D va donner une droite à la position, enfin un point à la droite, un point à la position X, et vu la symétrie du problème, on obtient donc des droites. Si on met notre œil, ici, on verra bien sûr un ensemble de franges rectiliées. Alors, pour donner les positions des franges brillantes et sombres, on utilise toujours la même méthode. La différence de marche est égale à m lambda, déphasage est égal à 2mp, l'ordre est égal à m, et on retrouve ici, si vous voulez, la distance ou la position des droites qui ont une intensité maximale. C'est m fois lambda sur 2. Pour les franges sombres, il suffit de remplacer m par m plus 1,5. Alors maintenant, puisqu'il y a une régularité au niveau de la distribution de ces franges, on peut définir aussi l'interfrange, la distance entre deux franges de même nature. Alors cette distance s'obtient comme x de m plus 1 moins xm, ça veut dire la distance entre la frange d'ordre m plus 1 et la frange d'ordre m. On obtient donc lambda sur 2 alpha. Comme on voit ici, le alpha il est au dénominateur et plus alpha est petite, ça veut dire plus cet écart il est petit, plus les franges sont séparées et la qualité de l'interférence est meilleure.